nid des anciens vichistes comme il sera au nid après 1962 et l'indépendance de l'Algérie par les pieds noirs. Il faut dire que sa personnalité ne laisse personne indifférent, même si aujourd'hui son influence s'estompe peu à peu. À la fin de sa présidence, chahuté par les événements de mai 68, il semble perdre pied, même si les élections de juin sont un succès. C'est son premier ministre, Georges Pompidou, qui tient le pays. Son départ après le référendum hostile de 1969 est perçu comme une libération. Chapitre 5. Georges Pompidou, modernité et conservatisme. Les Français ne connaissent pas Georges Pompidou, cet intellectuel pragmatique, lorsque De Gaulle le nomme Premier ministre en 1962. Toutefois, après 7 ans au gouvernement, il s'impose comme le successeur le plus légitime du général. Il semble continuer dans le sens de la France gaulliste, mais n'a qu'une idée, la moderniser. Né en 1911, Georges Pompidou fait de brillantes études, intègre l'école normale supérieure à 20 ans et devient agrégé de lettres en 1934. Tout d'abord professeur à Marseille, puis au lycée Henri IV, il semble destiné à faire une brillante carrière universitaire. La guerre interrompt brièvement son parcours et il reprend ses fonctions à Henri IV sous l'occupation. Sans prendre vraiment part à la résistance, il distribue des tracts, protège des juifs mais ne s'engage pas clairement. Après la guerre, il souhaite participer activement à la refondation de la France et intègre le cabinet du général de Gaulle, chef du gouvernement provisoire. Il se fait apprécier du chef de l'État qui sera pour lui, durant de longues années, un père spirituel. Pendant longtemps, il est l'éminence grise de Gaulle. Nommé Premier ministre en 1962, il le restera jusqu'en 1968 où il sera congédié par De Gaulle, jaloux de son influence pendant les événements de mai. Celui-ci l'abandonne après que son épouse, Claude Pompidou, est mise en cause dans l'affaire Markovic, à propos de photos truquées. Il est ensuite élu président de la République le 15 juin 1969 et concentre tous ses efforts sur la modernisation industrielle, économique et culturelle. Il est à la fois porté par le désir de réforme et contraint par le sentiment que les institutions ne doivent pas être bousculées. C'est également l'opinion de la société française, poussée vers l'avant par le mouvement de mai 68 et freinée par les conservateurs qui ont fait triompher la droite lors des élections. La présidence de Georges Pompidou, écourtée par sa mort en 1974, reste une période clé de cette époque. Chapitre 6. Valéry Giscard d'Estaing et la mutacrise. Dans les années 1970, la croissance annuelle de la France tourne autour de 5%. Cette évolution est stoppée brutalement en 1973 par l'augmentation du prix du pétrole. Le chômage explose. 450 000 chômeurs en 1973, 900 000 en 1975. L'inflation dépasse 15% en 1974 et la production industrielle dégringole. En 1973 donc, la guerre du Kippour fait quadrupler le prix du brut et les économies occidentales en pleine expansion ont du mal à s'adapter. C'est à cette époque que Valéry Giscard d'Estaing est élu président au printemps 1974. À cette occasion, la France est pratiquement coupée en deux. Giscard d'Estaing n'obtient la victoire contre François Mitterrand qu'avec 50,81% des voix. Cette dichotomie complique le travail du jeune président. Né en 1926, polytechnicien, énarque, secrétaire d'État, ministre des Finances de De Gaulle, puis de Georges Pompidou, il a su s'adapter à la politique gaulliste puis à l'ambition de Georges Pompidou. Son parti, les Républicains indépendants, a soutenu l'action du général avant de prendre ses distances au moment du référendum de mai 1969 sur la réforme du Sénat. La campagne présidentielle de 1974, bien qu'improvisée, est menée de main de maître et le jeune président de 48 ans dirige une France qui doit surmonter une crise inédite. La croissance insolente des décennies précédentes a fait oublier les problèmes aux Français. Quant aux conflits intestins de la droite, ils lui compliquent la tâche. Le parti gaulliste, animé par Jacques Chirac, est très éloigné des républicains indépendants. C'est pourquoi il faut toute l'habileté de Valéry Giscard d'Estaing pour faire accepter Jacques Chirac comme Premier ministre, dans l'optique de réformer la France. Ce que Georges Pompidou n'a pu mettre en place, Giscard d'Estaing le réalise. Majorité à 18 ans.
autorisation de la contraception, loi sur l'IVG. Malgré la crise, la France continue d'évoluer, c'est la mutacrise. Toutefois, la situation économique, les blocages au sein de la majorité, les affaires vraies ou fausses, les diamants de Bokassa, ont raison de la popularité de Valéry Giscard d'Estaing qui est battu en 1981 par François Mitterrand. La dégradation de l'image d'un président tourné vers la jeunesse se transforme très vite en exaspération anti-giscardienne. Chapitre 7. Une nouvelle vision du monde et de la France. Les années 1970 marquent l'aboutissement d'un processus d'ouverture de l'opinion française sur le monde. Le film de 1976 « À nous les petites Anglaises » décrit ce changement d'état d'esprit de la population. L'Angleterre n'est plus la perfide Albion, mais un pays où naît la mode et où le mouvement Peace and Love se répand comme une traînée de poudre. De même, l'Allemagne n'est plus considérée comme le pays des Boches, mais comme le partenaire important de la construction d'une Europe prospère et en paix. Sur le territoire, la vie des Français évolue également. La contraception influence les comportements moraux et sexuels de la jeunesse. Les avancées des féministes font reculer l'idée de la femme sujet. Il est paradoxal de constater que le film Emmanuel sort dans les salles au moment où ce mouvement féministe prend son essor. L'archétype de la femme-objet est toujours présent dans les consciences. En parallèle, le milieu des intellectuels est totalement bouleversé par les révoltes anti-soviétiques en Pologne et en Hongrie. Ceux qui, comme Jean-Paul Sartre, ont applaudi et admiré les régimes communistes, Pékin, la Havane, sont désorientés par le soutien de l'intelligentsia à Solidarnosc. C'est le début du déclin des intellectuels de gauche qui donnait le ton à l'opinion française depuis la Libération. C'est aussi la fin des années Sartre et la naissance d'une droite intellectuelle dans le sillage de Raymond Aron. Cette mutation explique le silence et le soutien très mou des intellectuels à l'arrivée de la gauche en 1981. Un autre film à succès, La Boum, est un autre exemple de l'importante mutation de la société française. C'est désormais la jeunesse qui mène la danse. Les parents de la jeune héroïne sont décrits comme des personnages du passé, préoccupés par leurs petits problèmes de travail, de cœur et de sexe. Ils sont incapables d'appréhender les besoins de leur fille. La jeunesse continue à prendre de l'importance et les teenagers occupent le devant de la scène avec, entre autres, la vague des chanteurs yéyés. Malgré la crise, la France s'ouvre à la mondialisation, paradoxalement à une montée régionaliste qui va s'amplifier dans les décennies qui viennent. Chapitre 8. La France tranquille de François Mitterrand ou l'art d'accommoder les contraires. François Mitterrand arrive au pouvoir le 10 mai 1981, un peu par surprise. Aucun sondage ne prévoyait une victoire de la gauche. Par ailleurs, le nouveau président est une personnalité compliquée à cerner. C'est un équilibriste qui réussit souvent des rétablissements spectaculaires. En effet, dans sa jeunesse, son cœur penche plutôt à droite. Pendant l'occupation, il reçoit la francisque des mains du maréchal Pétain. Ce fait est avéré, bien que longtemps occulté. À la Libération, il se découvre plutôt centriste, ce qui ne l'empêche pas d'être ministre à 11 reprises dans des gouvernements de gauche. En 1958, il s'oppose à la création de la Ve République, mais finit par s'adapter à ses institutions, au point de devenir le candidat unique de la gauche à la présidence en 1965 et 1974. Cette candidature est d'autant plus inattendue qu'il est discrédité par la sombre affaire de l'attentat de l'Observatoire dont il se dit victime. Sa rivalité avec Michel Rocard semble encore l'affaiblir. Cependant, en juin 1971, il devient chef du PS, parti auquel il vient tout juste d'adhérer. Lui, qui a été de droite, n'hésite pas à organiser l'union de la gauche avec les communistes. Plus que l'intérêt pour l'homme, c'est la volonté du changement qui pousse les différents mouvements de gauche à lui donner la victoire. L'anti-giscardisme et le besoin de nouveautés font le reste. Chapitre 9. La rigueur et le retour à la réalité. Avant 1981, François Mitterrand veut changer la vie. Toutefois, en 1983, au pouvoir depuis 2 ans, il constate que la crise est toujours là et qu'elle prend de l'ampleur. Le peuple de gauche, face au dépassement de la barre des 2 millions de chômeurs, est déçu par le comportement du président. Cette année est décisive pour la France et pour le PS.
Le président décide de rester au sein du système monétaire européen, SME, afin de poursuivre la construction de l'Europe. C'est aussi l'année où les promesses et les paroles incantatoires « ça va mieux »,« les clignotants sont au vert » sont démenties. Les nationalisations promises et espérées par la gauche ne sont que partiellement réalisées. Les Français commencent à s'apercevoir que les promesses des politiques ne suffisent pas à empêcher l'aggravation des conditions économiques et leurs techniques de communication sont dévalorisées. C'est la fin des 30 Glorieuses. Enfin, les questions socioculturelles clivent la droite et la gauche, alors que jusque-là, seul le modèle économique les différenciait. Le mouvement populiste d'extrême droite commence à prendre de l'ampleur tandis que le PCF sombre. Pour la Ve République, rien ne sera plus comme avant. Chapitre 10, 1986 et le retour des droites. Les élections législatives de 1986 voient le triomphe de la droite.